Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au podcast Connexion Primordiale dans la série En balade avec Paul. Aujourd'hui, alors je vous le dis, vous retrouverez à chaque fois, quelques jours après la publication du podcast, plus d'informations sur le site reflex.org. Sur reflex.org, à chaque fois que j'ai un épisode de podcast, je fais un article dans la section blog où vous retrouvez l'épisode de podcast et éventuellement une vidéo ou plusieurs vidéos YouTube qu'on a faites sur le sujet. Et en général un petit texte aussi. Donc voilà, je voulais vous le dire. Aujourd'hui, nous allons parler d'une manière globale des réflexes du visage, des réflexes faciaux. J'ai fait un épisode global précédemment sur les réflexes de vie, qui récapitule un peu tout ce qu'on s'était dit sur les réflexes de vie, mais en un seul épisode d'une demi-heure. Puis aujourd'hui, on va faire la même chose autour des réflexes faciaux. Alors on dit justement réflexes faciaux, on comprend bien, c'est la face. Réflexe du visage, voilà, c'est un synonyme. Mais de manière plus sérieuse, on dit les réflexes OMF. OMF, ça veut dire oraux, pour oral, la bouche. Maxillo, c'est le maxillaire, la mâchoire, tout ce qui est articulation, tout ce qui est fermeture et ouverture de la mâchoire. Oraux, c'est plutôt dans la bouche, la langue, mais c'est aussi les lèvres, etc. Maxillo, la mâchoire. Et facial, l'ensemble du visage. La différence entre dire les réflexes du visage, c'est aussi qu'on dit les réflexes du visage, ça incorpore tout le visage, incluant évidemment la bouche et la mâchoire. Mais c'est vrai que la dénomination officielle en orthophonie, en kinésithérapie, c'est sphère ou fonction OMF, oromaxillofaciale. Pourquoi ? Parce que ça met l'accent un petit peu sur l'importance de la bouche, surtout quand on dit OMF, c'est des gens qui travaillent surtout sur la bouche, mais aussi très fort sur tout ce qui est, évidemment, la mastication, la déglutition, mais la respiration, donc qui mettent l'accent aussi fort sur la respiration. Mais en IMP, ça va inclure, vous allez voir, d'autres choses très importantes. Donc traditionnellement, ça a été nommé les réflexes du visage ou les réflexes faciaux. Quand je dis traditionnellement, c'est par Svetlana Mazgutova, puisque c'est elle qui a introduit cette notion de réflexe du visage. On ne retrouve pas cette notion dans, le reste du monde des réflexes, en particulier chez Peter Blight, Sally Godard. On ne retrouve pas ces réflexes faciaux, on ne parle que des réflexes archaïques. Et c'est tout. Comme le RTAC, RTSC, Moreau, Galland. On parle bien des réflexes de redressement de la tête aussi. Mais voilà, c'est Mazgutova qui a introduit cette notion majeure des réflexes du visage. Donc réflexe OMF, réflexe du visage, réflexe faciaux. Choisissez comme vous l'entendez. Et vous allez voir que voilà, il faut vraiment tout réfléchir et tout inclure. Je laisse passer 2-3 voitures là. Voilà, quand on parle visage ou réflexes faciaux, c'est tout le visage, incluant donc la mâchoire avec ce qu'on appelle l'ATM, articulation temporo-mandibulaire, tempe-mâchoire, avec les histoires d'occlusion, toute la tête évidemment. Alors, la région du cou et de la nuque, donc d'une certaine manière, ça veut dire qu'il y a des réflexes qu'on connaît déjà, qu'on pourrait attribuer aux réflexes faciaux, parce qu'en médecine, on considère souvent que le cou fait partie de la tête, et donc des réflexes du cou, RTL, RTAC, RTSC, redressement de la tête, feraient partie de ces réflexes faciaux. Alors, on peut les inclure dedans. Donc la langue, alors qu'on n'oublie pas, très important pour nous en IMP, les yeux et les oreilles. Donc au niveau des yeux, au niveau du système visuel, il y a tout un tas de réflexes. Au niveau des oreilles, de l'écoute aussi. On peut introduire là-dedans aussi tout ce qui est les os crâniens
et peut-être ce que les ostéopathes appellent le mouvement respiratoire primaire, MRP, mouvement réflexe. C'est un mouvement réflexe, oui, qui serait, c'est sujet à caution, mais auquel je suis convaincu, qui est une mobilité au niveau des os du crâne, qui est réflexe, c'est un réflexe de respiration primaire, nous disent les ostéopathes. Alors donc tous les os crâniens sont impliqués évidemment dans les réflexes oromaxillofacial, temporal, pariétal, occipital, et surtout on n'oubliera pas le sphénoïde, mais il y a plein d'autres os qui sont impliqués au niveau du visage, en particulier le palais. Évidemment, si on parle de oromaxillofacial, le palais est absolument majeur. Et enfin, pour terminer, quelque chose qui nous importe beaucoup, qui est l'os sphénoïde. L'os sphénoïde qui est sous la mâchoire, au niveau du cou. Dans le haut du cou, il y a un os là qui est absolument majeur. Alors nous, en intégration motrice primordiale, en IMP, on étudie officiellement ces différents réflexes faciaux dans un séminaire qui s'appelle la kinésphère. Alors, pour l'instant, au jour où je vous parle, ça sera peut-être différent au moment où vous m'écoutez, mais à l'heure actuelle, on les étudie dans ce séminaire qui est la kinésphère, dans lequel d'ailleurs on voit les deux grands groupes de réflexes que sont les réflexes de vie d'une part et les réflexes du visage d'autre part. Mais il y a quelque chose de très différent, c'est que les réflexes de vie, on les étudie un à un. Réflexe de gravité, d'équilibre, il faut rappeler stabilité, réflexe de redressement de la tête, réflexe de protection. On les étudie un à un avec quelles sont les observations de ces réflexes de vie et quels sont le remodelage individuellement de chacun de ces réflexes de vie. On travaille individuellement. Les réflexes du visage, on les travaille plutôt de manière globale. Il y a quelques petites indications où on peut travailler tel ou tel un petit peu spécifiquement, mais en fait on les travaille plutôt avec une procédure d'intégration tactile du visage global et qui nous vient là encore des travaux de Mazgutova. Alors on peut classer, alors maintenant que j'ai cité, vous croyez que j'ai classé les choses? Pas du tout. Svetlana Mazgutova a établi 11 rubriques pour classer ces réflexes oromaxillofaciaux, ces réflexes faciaux. Et c'est ces rubriques-là que je voudrais vous décrire, parce qu'elles sont importantes. Et vous allez voir que c'est très surprenant, parce que là, on a plusieurs dizaines. Je crois que la dernière fois que j'ai compté, je crois qu'on est à près de 40 réactions réflexes au niveau du visage. Donc c'est vous dire l'importance. J'avais fait un petit épisode de podcast où je disais, où je parlais de la densité. Quelle est la densité du corps où il y a le plus de réflexes? Est-ce que c'est les mains, est-ce que c'est les pieds, est-ce que c'est le dos, est-ce que c'est... Et de loin, c'est la zone du visage. Et je parlais dans cet épisode de podcast de comprendre dans le développement humain l'importance du visage par rapport au récit. Il y a tellement de réflexes à ce niveau-là. Les réflexes permettent de mettre en place la maturation neurologique. Donc c'est dire l'importance du visage. Ça va sans dire, mais quand on parle du développement humain, on pense souvent les mains, les pieds, la latéralité, on pense l'importance du tronc, du dos, et on sous-estime dans le développement du bébé les yeux, la bouche, les oreilles, alors que c'est par là que tous les apprentissages vont se faire. Alors je ne vais pas répéter quelque chose que j'ai répété de nombreuses... Enfin si, je vais le répéter encore, mais rapidement, de nombreuses fois dans ce podcast. Le bébé, sa première sphère cognitive, c'est sa sphère orale. Il explore d'abord le monde par sa bouche. Et puis, il voit pas très bien à la naissance, 17 cm. Il ne peut pas encore analyser ce qu'il entend. Et donc, progressivement, il va passer sa sphère cognitive, son intérêt cognitif, de la bouche aux yeux et aux oreilles, donc à l'audiovisuel. Mais c'est d'abord la sphère orale. Et il est majeur, crucial, essentiel que cette première... Oui, je sais, je me répète, que cette première sphère se mette en place correctement pour ensuite pouvoir brancher les autres sphères audio et visuelles. Donc ça, c'est majeur. Donc si on prend un petit peu, c'est pas vraiment un ordre, mais première chose, c'est les réflexes liés à l'alimentation. Ça, c'est absolument majeur. Les réflexes liés à l'alimentation, c'est quand même un des premiers rôles des réflexes après la naissance. Bien sûr, le bébé va respirer et il doit s'alimenter par lui-même, de manière autonome.
Et là, on a déjà évoqué tout ça. Il y a le réflexe de succion, de déglutition, il y a tout ce qui est le fait de mordre, de mastiquer, tout le lien évidemment entre ce réflexe de la bouche et la colonne vertébrale. Parce qu'il y a une coordination qui doit se faire. On y vient parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle des réflexes d'enracinement ou de fouissement, qui sont quasiment un groupe à part. On va tout ce qui est le lien, alors tout ce qui est le réflexe lié à la bouche d'alimentation, donc, et le fameux réflexe nauséeux et régurgitation, c'est-à-dire que si quelque chose rentre dans ma bouche et que je ne devrais pas avaler, qui est mauvais, qui est amer, qui a l'air toxique, il y a un réflexe qui est de vomissement, de régurgitation. On parle scientifiquement de réflexe nauséeux, qui est d'ailleurs le premier réflexe qui apparaît in utero. Il y a toutes les réactions de coordination, déglutition, respiration. Ça a l'air de rien, mais ce sont des réflexes. Alors certes, ce n'est pas un réflexe archaïque à proprement parler, ce sont des réflexes dits viscéraux, mais ce sont quand même des réflexes. Quand je déglutis, j'arrête de respirer. Si ça ne fonctionne pas, on s'étouffe. Et la nourriture rentre dans les poumons, et ça, c'est pas une bonne idée. Il y a tout ce qui va être le réflexe au niveau de la mâchoire et du relâchement de la mâchoire. Mordre et relâcher la mâchoire. Et vous vous rappelez quel est le réflexe qui permet de faire ça? C'est le fameux réflexe paume-bouche de Babkin. Donc le réflexe paume-bouche de Babkin, quand on appuie dans les paumes d'un bébé, il ouvre la bouche. D'un tout nouveau-né, le réflexe paume-bouche de Babkin, on pourrait croire que c'est un réflexe de la main. Non, c'est un réflexe du visage. C'est un réflexe qui coordonne les mains. Le bébé va pétrir un peu la poitrine de sa mère, ce qui va favoriser des mouvements de mâchoire qui permet de faire rentrer le lait, de coordonner la langue, etc. Donc voilà différents réflexes liés à l'alimentation. Maintenant, on a tous les réflexes liés au fameux fouissement. Je n'ai pas cité le fouissement. Le fouissement fait partie des réflexes d'alimentation, mais en soi, le fouissement, c'est plusieurs réflexes. Vous vous rappelez, quand on caresse la joue d'un bébé d'un côté, il tourne la tête de ce côté-là. Quand il cherche le sein, il ne le voit pas. Il ne voit pas très bien. Et même en dormant, s'il sent une caresse au niveau de sa joue, il va tourner la tête de ce côté-là. Mais c'est plus complexe que ça. Parce qu'on va voir ce qu'on appelle le réflexe des points cardinaux. Vous pouvez avoir un fouissement latéral. Le sein arrive d'un côté et le bébé tourne la tête de ce côté-là. Mais on peut avoir un réflexe aussi vertical. Le sein arrive au niveau du menton ou au niveau du nez. Et donc le bébé va avoir à ce moment-là des mouvements verticaux. Et on va avoir en fait des points très précis qu'on peut toucher sur la tête du bébé. Et on fait en quelque sorte orienter la tête du bébé en fonction de ces points où on touche. Alors il va y avoir une sorte de losange autour du visage. Alors il va y avoir un losange proche. Et au niveau proche de la bouche, au niveau du philtrum, juste sous les lèvres, à droite et à gauche des lèvres. Et puis il va y avoir un plus large au niveau du visage. Un deuxième losange plus large. Donc il y a tous ces réflexes-là. Si on compte 4 à chaque fois, ça fait au moins 8 points liés au réflexe de fouissement. Alors, ce réflexe de fouissement, en anglais, ils disent rooting reflex. Je me permets de dire rooting, root, c'est la même racine que les racines, justement. Donc, est-ce que c'est une sorte de réflexe d'enracinement? Il cherche à s'enraciner au corps de sa mère, je ne sais pas. Et puis, bien sûr, il y a toutes les réactions vis-à-vis des aliments. C'est-à-dire que quand des aliments sont présentés au bébé, il va y avoir des réactions, alors surtout gustatives, mais aussi, évidemment, il va y avoir des choses au niveau visuel. Les aliments, vous savez très bien avec les petits, non, ça c'est pas bon, juste en le voyant, c'est pas bon. Le bruit aussi que les aliments font sont importants pour nous, les textures que ça a au niveau tactile, kinesthésique, mais le bruit aussi, est-ce que ça croustille, est-ce que c'est comme ci ou comme ça, voilà. Là aussi, évidemment, il y a des liens entre la bouche et la colonne vertébrale, de tourner la bouche vers la source d'alimentation. Et, je l'ai indiqué, je pense qu'on peut considérer ça comme un réflexe, en tout cas Masboutova le met, une sorte de réflexe bouche-cognition, c'est-à-dire que quand je cherche à explorer le monde, j'amène à la bouche. Et c'est un réflexe, le bébé va systématiquement amener les choses en bouche pour explorer. Donc ça c'est quelque chose de majeur. Alors il y a quelque chose qu'il faut rajouter pour pouvoir bien utiliser le visage, on doit dire que certains réflexes posturaux doivent être en place, doivent progressivement se mettre en place pour bien utiliser le visage. Donc on pourrait considérer qu'un réflexe comme les réflexes de redressement de la tête oculaire et labyrinthique sont importants.
Il y a d'autres réflexes au niveau visuel qui aident à équilibrer la tête, réflexes de mise à niveau des yeux, réflexes de protection dans la partie haute du corps. Et tout ça est très lié à un réflexe qu'on s'appelle, ces deux-là, là, un réflexe très important qui s'appelle le réflexe de Strauss, ou réflexe de sursaut, tout simplement. C'est Strauss qui a décrit scientifiquement le réflexe de sursaut. Et dans le réflexe de sursaut, on va orienter le regard et la tête d'une certaine manière pour voir le danger et pour y faire face. Donc ça sont des réflexes qui se font au niveau du visage, et en particulier pour maintenir les yeux correctement à niveau. Et donc là, on a ces différents réflexes posturaux au niveau de la tête, donc ça en fait partie. Justement, puisqu'on parle des yeux, alors là, il y en a beaucoup. Là, évidemment, les réflexes au niveau des yeux sont des réflexes purement viscéraux, organiques, corporels. Par exemple, le clignement en cas de danger. Si quelqu'un approche quelque chose vivement vers moi, pour protéger le système visuel et éviter de se crever les yeux et les protéger plus, on ferme les yeux. Au contraire, quand il y a une surprise, quelqu'un est surpris, il faut qu'il voie les choses et il va écarquiller les yeux. On a des tas de réflexes qu'on ne maîtrise pas, qui se font automatiquement, qui sont les réflexes de convergence ou de divergence, comment les yeux fonctionnent ensemble pour voir loin, pour voir proche. On va voir plein de mouvements. En fait, il y a un autre réflexe qui est connu qui s'appelle le réflexe de yeux de poupée, où le regard se déplace d'une certaine manière. Quand la tête tourne vite d'un côté, les yeux, eux, ils restent sur la cible. Ça, c'est important. Et puis la pupille, très très important, la pupille qui va, en fonction de la lumière, les muscles de l'iris vont faire que la pupille se dilate ou se contracte selon qu'il y a plus ou moins de lumière dans l'environnement. Mais tout ça, vous comprenez que ce sont des réflexes. Ce qui est chouette par rapport à d'autres réflexes corporels sur lesquels on ne peut pas agir en IMP, c'est que les réflexes visuels, on peut d'une certaine manière les entraîner. On peut faire de la gym visuelle. Par exemple, ça a été mis en évidence que on peut activer par un exercice qui s'appelle le palming, où on couvre avec les paumes des mains, comme son nom l'indique, les yeux, la zone des yeux, les orbites, et on regarde dans le noir, on fait le noir sous nos paumes et on regarde dans le noir. De faire ça plusieurs fois par jour apporte beaucoup de bienfaits au niveau du système visuel et au niveau psychologique, bien-être, etc. Il y a évidemment des exercices qu'on peut faire de convergence-divergence en regardant des objets qui s'approchent et qui s'éloignent. Un exercice des plus connus, c'est on met une ficelle devant soi qui est tendue, accrochée à un objet. Donc la ficelle est perpendiculaire à nous. On met différentes petites perles sur la ficelle, une proche, une un peu éloignée à bout de bras et puis une entre les deux. Et puis on fait aller notre regard d'une perle à l'autre pour faire travailler notre fusion visuelle, notre convergence visuelle. Donc il y a plein d'exercices qu'on peut faire pour travailler ces réflexes-là et c'est très important. Alors ce sont des choses qu'on étudie partiellement dans un stage qu'on appelait avant la symphonie des réflexes, mais qui s'appelle maintenant latéralité, apprentissage et vision. LAV. Dans LAV, latéralité, apprentissage et vision, on voit des techniques visuelles, des équilibrages visuels, on voit un certain nombre de choses qui sont intéressantes. Donc là, on va pouvoir agir sur les réflexes, on va pouvoir retravailler le sillement, on va pouvoir retravailler la convergence, on va pouvoir retravailler un certain nombre de choses. Évidemment, s'il y a des pathologies de l'œil, il y a d'une part les ophtalmos qu'il faut aller voir, les orthoptistes aussi pour rééquilibrer la musculature au niveau visuel, et puis les optométristes fonctionnels qui peuvent utiliser des exercices particuliers d'amélioration de la vision. Donc il y a différents professionnels, il ne faut pas passer à côté. Évidemment. Les réflexes liés à la respiration. Ah oui, évidemment. La respiration se fait de manière réflexe, liée au système sympathique, parasympathique qui va exciter ou ralentir la respiration. Ce qui est génial, c'est qu'en jouant sur la respiration, on va pouvoir réguler le système sympathique, parasympathique. À quel moment on a le fameux réflexe apnéique, réflexe d'apnée, où on va retenir sa respiration dans certaines situations liées au stress. Il va y avoir tous les réflexes liés au fait qu'on renifle ou qu'on tousse, le fait de réagir au mucus qu'il y a au niveau du nez ou qu'il y a au niveau de la gorge et comment on doit théoriquement expulser ce mucus pour éviter la prolifération bactérienne à l'intérieur de nous.
et que ça atteigne plus les poumons. Donc là, au niveau de la respiration, il y a pas mal de choses qui existent, un certain nombre de réflexes. Et ça, c'est un peu une nouveauté qu'on a introduit depuis, on va dire, on en parle depuis fin 2025 et on introduit plus le travail sur la respiration, entre autres. Maintenant, on a introduit un programme lié à la respiration dans le stage qu'on appelait avant Né pour aimer, qu'on appelle maintenant naissance, attachement et paralysie par la peur. Bon, là on enseigne quelques techniques respiratoires, mais le travail des réflexes de la respiration se fait à travers l'intégration tactile du visage qu'on propose dans le stage de la kinésphère, qui est d'ailleurs aussi des techniques qui vont aider énormément pour tout ce qui est au niveau visuel. On va apprendre à libérer toute la région de l'œil, etc. Alors, j'ai pas fini, hein. On en est à 5 catégories, il y en a 11. C'est passionnant, hein. Toutes les réactions, alors ça, je trouve ça génial, d'expression des émotions. Que ce soit de satisfaction ou de mécontentement ou d'insatisfaction. Les êtres humains communiquent énormément par leur visage. On le voit déjà chez les primates. On sait que nos chats, nos chiens communiquent aussi avec leur visage, mais avec leurs oreilles, avec la queue qui bouge ou pas, avec un certain nombre d'expressions aussi dans les sons qu'ils font, les aboiements pour les chiens, les miaulements pour les chats, etc. Et on arrive à décoder quelques expressions chez ces animaux. Mais et évidemment, d'autres quadrupèdes expriment un certain nombre de choses, mais ça reste très très faible, très peu d'expressions. Ou en tout cas, c'est peut-être que nous ne savons pas les décoder. Mais on voit très bien, on peut mesurer par exemple chez les loups, je sais que ça a été mesuré, le nombre d'expressions que les loups peuvent faire, et je crois que c'est assez important. Pour nous, c'est phénoménal. Chez les primates en règle générale, et chez nous les humains, c'est assez phénoménal. Toutes nos émotions passent par le visage. Le dégoût, la joie, la peur, la colère, et plein d'autres émotions plus complexes, satisfaction, insatisfaction, etc., passent par le visage. Alors il y a plein d'explications à ça, hein, qui sont très importantes. Et en particulier, c'est le fait d'informer les autres de ce qui se passe. Je suis en train de manger, et puis on se remet dans l'idée de la préhistoire. Hein. Nous, aujourd'hui, on sait que 100% des aliments qui sont sur nos tables sont sans danger. Mais autrefois, il y avait la cueillette, il y avait la chasse, on gardait peut-être les aliments de manière un peu plus aléatoire que maintenant au niveau de la conservation. On avait des choses qu'on cueillait, ou peut-être c'était introduit dans la cueillette des choses toxiques, et on est en train de manger tous ensemble. Et tout d'un coup, vous mangez un aliment qui visiblement, c'est louche. Vous allez avoir une expression de dégoût. L'ensemble des humains qui sont à table avec vous s'en rendent compte et le voient. Puis vous allez recracher. Et automatiquement, tout le monde va s'arrêter de faire ce qu'il fait. Et de fortes chances qu'il se mette à recracher les choses. Dans le même genre d'idée, si je me mets à bâiller, on dit que c'est contagieux. On dit un bon bailleur en fait bâiller, je ne sais pas combien, 100, je ne sais pas ce qu'on dit. Ça indique, il n'y a pas de danger, tout va bien, sécurité. Et du coup, les gens autour de moi se disent tout va bien, sécurité. Si tout d'un coup j'ai peur, tous les humains autour de moi peuvent perdre. Tous les gens qui. Imaginez, vous êtes à la chasse ou quoi. Vous avez des gens qui sont face à vous, et vous, face à vous, vous voyez des choses. Et tout d'un coup, vous voyez une bête sauvage qui arrive. Avant même que vous l'ayez dit, votre visage va exprimer une sorte de peur ou de mouvement spécifique des yeux et du visage, et les autres humains qui sont en train de vous regarder et qui, eux, sont dos au danger, vont tout de suite savoir qu'il y a un danger et réagir, hein, à l'instar des marmottes qui sifflent pour avertir tout le monde du danger. Excusez-moi pour le petit bruit, je vérifiais que le micro était bien allumé. Et sachez que chez l'humain, il y a quelque chose de très particulier au niveau du système visuel, je parle des expressions, des émotions, c'est le fait qu'on a du blanc dans l'œil. Ça, c'est une particularité que nous avons, qu'on ne retrouve pas chez nos cousins les plus proches génétiquement, que sont les chimpanzés, les bonobos. Ils n'ont pas de blanc de l'œil. Leur œil est tout noir. On ne distingue pas le contraste entre la pupille, l'iris et le reste de l'œil. Tout est noir. Donc, quand un singe dirige ses yeux dans une direction ou dans une autre, je ne le vois pas. Il ne le voit pas. Quand nous, les humains, on dirige notre regard dans une direction,
tous les autres humains le perçoivent et savent dans quelle direction je regarde. Et ça, pour nous les humains, c'est essentiel. On sait toujours ce qu'un humain regarde. Parce qu'on a du blanc, on a du contraste dans l'œil. C'est extraordinaire. Donc, je vous ai dit toutes les réactions liées à l'expression des émotions. Alors, tout ce qui est, on pourrait dire, les réflexes et réactions liées au système de coordination. Parce que tous ces réflexes du visage, les yeux, la respiration, même l'audition, la mastication, etc., doivent se coordonner entre eux et avec les mains aussi, d'une certaine manière. Donc, par exemple, on a tout ce qui est bouche-main, main-bouche, amener à la bouche, ôter de la bouche. On va voir tout ce qui est lié entre bouche et oreille, c'est-à-dire quand l'enfant attrape le sang d'un côté, ça lui fait tourner la tête d'un côté, il va entendre les sons différemment selon qu'il tourne la tête d'un côté et de l'autre. Évidemment, on a tous les liens entre bouche et mouvement du cou. Le bébé apprend à coordonner les muscles du cou pour tourner la tête. Il va utiliser les muscles du cou pour écouter. Je dis toujours aux enfants, moi, dans mon cabinet, avec quoi tu écoutes? Avec tes oreilles. Mais pour que tes oreilles entendent bien, il faut que tes muscles du cou puissent tourner librement. Donc les muscles de l'écoute, c'est ceux du cou. En libérant les tensions dans le cou, on favorise l'écoute. Travaux de Denison, ça. Donc tout le lien entre la bouche et les yeux, la bouche, les oreilles, la bouche, les mouvements du cou, la bouche, la main, la bouche, les oreilles, je l'ai dit, la bouche et les os du crâne, ça c'est majeur, je m'arrête un tout petit peu dessus. Donc pourquoi on dit bouche d'abord? Parce que le bébé, c'est d'abord à travers sa bouche qu'il explore tout. C'est parce qu'il veut attraper le sein et qu'il va se nourrir, succion nutritive ou non nutritive d'ailleurs, que ce soit pour attraper du lait ou juste pour s'enraciner au corps de sa mère, peu importe. Le bébé initie par sa bouche. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, bouche, haut du crâne. Quand le bébé va téter, il va pousser vigoureusement, c'est très puissant, sa langue au palais. Ça ne se passe pas du tout comme ça au biberon. Parce que le biberon, il ne faut pas extraire le lait. Le bébé va juste presser légèrement la tétine et ça va déglutir tout seul dans sa bouche. Alors que dans le sein, il doit extraire. Il y a un mouvement de langue pour extraire le lait du sein qui se fait de l'arrière vers l'avant. C'est un mouvement très caractéristique de la succion du lait. On le retrouve chez tous les mammifères, les petits veaux, etc. Et on le sent bien si on met le doigt dans la bouche d'un bébé, la pression forte où il va aspirer, donc ce qu'on appelle le mouvement de succion, mais aussi où sa langue va pousser fortement au palais. Or ça c'est majeur, parce que pendant la naissance, les os du crâne ont été extrêmement comprimés, ils vont même se chevaucher avec les forces extrêmement importantes de la naissance. Et il va falloir que les os du crâne ils retrouvent une expansion, ils s'expansent pendant de nombreux mois, parce que le développement cérébral et crânien est absolument phénoménal chez l'être humain. Et une des forces qui vient de l'intérieur, c'est la langue. Quand le bébé va téter le sein de sa mère, il va pousser sa langue au palais et ça va pousser sur un os qui est au-dessus qui s'appelle le vomère, qui va pousser sur le sphénoïde et le sphénoïde est en contact avec tous les autres os du crâne. Donc en poussant sa langue au palais, le bébé fait littéralement une expansion de tous les os du crâne. Ça c'est majeur. Et tout le monde le sait, il est capital que les bébés positionnent correctement leur langue au palais, parce que c'est grâce à cette force-là que va se former le palais. Mais qui dit formation du palais, dit stimulation du sphénoïde, et dit formation de tous les os du crâne. La langue au palais, donc vers le haut, c'est là où la langue doit être, c'est la position physiologique de la langue, va faire que le crâne se met en expansion, la face se met en expansion, la face s'élargit et que le bébé va pouvoir mettre en place ses voies nasales pour respirer par le nez, parce qu'on respire par le nez. Donc position de la bouche au palais égale respiration nasale, égale expansion du crâne en largeur. Les bébés qu'on dit respirateurs buccaux, qui n'ont pas cette position de la langue au palais, vont avoir la face qui s'allonge verticalement et pas en largeur, et vont avoir des tas de troubles cognitifs, alors là on vous fera des épisodes sur tout ça, avec une experte sur le sujet, c'est prévu. Mais de ça là, de la langue au palais, se conditionne le visage, le sourire, la déglutition, la respiration, la mastication, 1000 choses, et la mise en place du bon mouvement crânien, des os du crâne,
etc. Donc là, on parle de quelque chose d'absolument crucial. Évidemment, j'ai donc dit bouche, mouvement du cou, bouche, oreille, bouche, yeux, et puis plus tard, on aura tout ce qui est oreille, yeux, oreille, mais aussi l'enfant va ensuite faire des mouvements de langue plus précis. Quand il va apprendre à parler, il doit utiliser sa langue pour faire des mouvements très subtils, donc il va coordonner aussi sa langue avec tout ça. Voilà. Ensuite, alors j'ai dit tout à l'heure les réactions d'expression des émotions. Mazgutova fait la différence avec les réactions cognitives, où on exprime la surprise avec écarquillement des yeux. Elle parle d'orientation orale, de lien entre la bouche et la cognition pour explorer les choses, comme j'ai dit tout à l'heure. Le réflexe d'orientation cognitive de Pavlov. Donc s'il n'y en a qu'un cité, ce serait celui-là. La curiosité s'exprime à travers le visage. Waouh! Qu'est-ce que c'est, on l'appelle le réflexe du qu'est-ce que c'est. C'est le réflexe de la curiosité, de l'orientation cognitive. Ça se passe au niveau du visage. Mes yeux grands ouverts, mes oreilles grandes ouvertes, tout mon visage sur le qui-vive. Et on le voit chez un chien ou un chat qui chasse, on voit tout leur visage, leurs oreilles orientées vers la direction, etc. Mais chez nous, c'est beaucoup plus vaste l'expression de cela. Donc Mazgutova en fait une réaction, une catégorie à part entière, ce qu'elle appelle réaction cognitive, différente des réactions d'expression émotionnelle, bien sûr. Alors, on arrive au bout. 9e catégorie, c'est tout ce qui est le langage, l'articulation du langage. Tout ce qui est les syllabes, imiter les sons, produire des sons, coordination de la langue, de la respiration, ce qui se passe au niveau du palais, la mâchoire, ouverture ou pas de la mâchoire quand on parle, je dois le coordonner. Là par exemple, ça a l'air de rien, mais je dois respirer en parlant, donc je dois ouvrir la mâchoire de telle ou telle manière pour produire les sons, mais en même temps je dois respirer. Est-ce que je respire par le nez? Est-ce que malheureusement ça me fait respirer par la bouche parce que en même temps je marche, donc j'ai besoin de plus d'air, donc expulser l'air pour parler et en même temps respirer, ça a l'air de rien, mais c'est pas une mince affaire. Du coup, on est facilement à bout de souffle. Vous l'entendez, je suis un peu à bout de souffle parce que voilà, je marche un peu vigoureusement quand même. Mais tout ça, ça nécessite de la coordination. Langue, ouverture de mâchoire, on va dire palais, articulation temporo-mandibulaire. Voilà, c'est ça. Tout ça doit se coordonner d'une certaine manière. Il faut des mois et des mois pour que le bébé arrive à faire tout ça. Mais ça se produit de manière réflexe, c'est pas intentionnel. Il y a une coordination entre ma langue et les sons. Et là, évidemment, tout ce qui est le travail sur la mâchoire, la langue, le palais, il y a des techniques spécifiques. Alors nous, évidemment, tout le monde ne va pas pouvoir utiliser ces techniques où il y a ces stimulations-là. Il y a des experts pour ça, les kinésithérapeutes qui sont formés en technique OMF, oromaxillofaciale. Et il y a surtout, première profession de ça, qui touche à ça, ce sont les orthophonistes. C'est le job numéro 1 des orthophonistes, certains kinés aussi. Donc eux, ils ont leur procédure, dite de thérapie oromyo-fonctionnelle, oromyo-faciale, plutôt on devrait dire les techniques d'intégration fonctionnelle oromyo-faciale, OMF, et qui sont très importantes et qui leur sont enseignées. Alors ce sont des spécialités, donc c'est pas dans la formation de base des kinés, ni dans la formation de base des orthophonistes. Et j'ai envie de dire dommage, mais c'est comme ça. Mais certains orthophonistes, certains kinés se spécialisent dans la thérapie oro-myo-faciale. Et Svetlana Mazgutova et un certain nombre de chercheurs, ils ont travaillé sur tout ça, mais avec la notion de réflexe, d'intégration des réflexes. Et ils se sont dit, il y a des manœuvres aussi à mettre en place, il y a des techniques à mettre en place à ce niveau-là, au niveau du visage, des yeux, des oreilles, du crâne, de la langue, etc. Et donc c'est des techniques qu'on enseigne dans le stage la kinésphère. Et bien sûr, ce sont des techniques qui vont être utilisées par des professionnels. Tout le monde ne va pas pouvoir utiliser ces techniques avec tout le monde. Mais nous, on les enseigne, sachant qu'on forme énormément de psychomotriciennes, ergothérapeutes, orthophonistes, kinésithérapeutes, ostéopathes, pour qui ces techniques vont venir en complément de ce qu'ils font déjà. Donc ça, c'est chouette. On arrive au bout, je l'ai déjà évoqué en introduction en quelque sorte, mais il y a tous les réflexes primitifs, les réflexes archaïques,
qui, d'une manière ou d'une autre, affectent le cou ou le visage, ou les mouvements faciaux. On a le réflexe tonique asymétrique du cou, le réflexe tonique symétrique du cou, on a le réflexe paume-bouche de Babkin, je l'ai déjà dit, ça touche à la coordination main-bouche, on a le réflexe d'orientation cognitive de Pavlov, mais il y en a un autre qui est majeur au niveau du cou, que je ne voudrais pas mettre de côté, et au niveau du système visuel auditif labyrinthique, c'est le fameux réflexe tonique labyrinthique. Pourquoi pas, on pourrait rajouter le Moro, les réflexes de redressement de la tête. Ce sont des réflexes au niveau du cou. On a le réflexe de protection dans sa partie supérieure, qui est très importante. Et voilà, donc ces réflexes du cou affectent la face, le visage, la coordination de tout un tas de choses. Et pour terminer, la 11e catégorie, alors c'est la catégorie du divers. Ce sont des réflexes qui, on n'a pas pu ranger ailleurs, mais qui méritent d'être mentionnés. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le bâillement. J'ai donné un exemple pour dire il manifeste de la sécurité et que tout va bien. Donc le bâillement est un réflexe chez nous. On a le réflexe du soupir physiologique, qui est absolument majeur, qu'on fait à peu près une fois par heure, où on doit, le terme scientifique m'échappe là tout de suite, mais on doit mettre en expansion les alvéoles pulmonaires, et quand on ne bouge pas et qu'on reste immobile, ces alvéoles pulmonaires ne sont pas assez, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais dilatés. Et donc ce qu'on va faire quand on va soupirer, on va faire et ça va faire une dilatation des alvéoles pulmonaires pour éviter qu'elles se, le mot en anglais c'est collapse, qu'elles s'effondrent sur elles-mêmes et qu'elles se bloquent. Donc régulièrement on a ce soupir physiologique qui est absolument majeur. Ça c'est un réflexe, donc le bâillement, le soupir physiologique. Et très important, tout ce qui se passe au niveau de l'osioïde. Alors cet osioïde là, il faudrait un épisode de podcast en entier, et les orthophonistes le savent. L'osioïde, c'est un petit os qui est sous la mâchoire, qui est au niveau du cou, sous la mâchoire, en arrière. C'est un petit os qui est très particulier, il est en fer à cheval, c'est vraiment un petit fer à cheval qui est là, et qui est le seul os du corps qui ne soit pas articulé avec un autre os. Normalement, les os sont articulés. C'est un petit os qui est au milieu là, et sur lequel va s'accrocher des muscles. Alors les muscles au-dessus s'appellent les muscles sus-hyoïdiens, ils ont des drôles de noms, le j'arriverai pas à le dire là, hyoïdien, le stylo-hyoïdien, le je sais pas quoi hyoïdien, et puis il y a les muscles en dessous de lui, les muscles sous-hyoïdiens. Voilà. Et ce petit os, il est au centre, comme ça, comme au centre d'une toile d'araignée, et tous ces petits muscles sus et sous-hyoïdiens sont très innervés en propriocepteurs et informent très fortement le système nerveux de la position de la tête par rapport au corps, ou du corps par rapport à la tête, bien entendu. Et ça donne plein d'informations, c'est très important. Et puis dessus, enfin à l'intérieur de cette musculature hyoïdienne, viennent s'insérer les cordes vocales. Et donc tout ça va intervenir dans la déglutition, dans la parole, les cordes vocales, l'expression des émotions, les sons qu'on produit, etc. Donc tout ce qui se passe au niveau de l'hylostoïde, c'est majeur. Vous connaissez l'expression, quand on est stressé, on dit « j'ai les boules ». Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. En fait, il va y avoir des tensions à ce niveau-là, qui nous gênent pour respirer, qui nous gênent pour déglutir, et qui nous gênent pour nous exprimer. Donc il y a tout un tas de réflexes et de choses, de mécanismes qui se passent au niveau de l'osioïde et qu'on prend très au sérieux en IMP et qu'on va travailler. On va le travailler quand on travaille des réflexes du visage, mais il y a tout ce qu'on appelle le réflexe de protection. Et vous savez, le réflexe de protection, ça démarre au niveau du pied, avec une activation du mollet pour me reculer, prendre de la distance, et le sursaut, toute la musculature du corps pour attaquer ou fuir, ou le figement. Mais ça va jusqu'en haut, et ça inclut les muscles comme les trapèzes, les sternocléidomastoïdiens, et il va y avoir un impact majeur au niveau de la région de l'osioïde. Et donc c'est quelque chose qu'on va travailler au niveau du cou pour aller libérer ces tensions ici quand on travaille le réflexe de protection. Donc c'est la contrepartie haute du réflexe de protection. Donc là il y a des choses majeures au niveau de l'osioïde, de la régulation du tonus des muscles du cou. Et puis bon, il y a des muscles du cou qui interviennent aussi dans la respiration. On a vu que la respiration c'était des réflexes, enfin c'est lié à des réflexes.
C'est même le réflexe primordial. Et donc il va y avoir des muscles aussi comme les scalènes, par exemple, qui interviennent dans la respiration haute et claviculaire, respiration qui s'active fortement quand on est en état de stress. Donc le fait d'apprendre à travailler sur tout ça va être majeur. On va aller libérer ces tensions aussi avec les automassages qu'on enseigne entre autres dans le stage au cœur du mouvement. Enfin pas entre autres qu'on enseigne dans le stage au cœur du mouvement. Alors maintenant, j'ai présenté ces 11 catégories. Je voudrais vous dire encore quelques mots sur ces réflexes du visage pour que vous compreniez bien que ces réflexes du visage, ils fonctionnent comme les autres réflexes primitifs en fin de compte. Ils doivent, comme tous les réflexes, émerger à un moment donné, in utero pour la quasi-totalité d'entre eux, mais pas tous. Ils vont s'exercer, se manifester, être utilisés, et puis ils vont s'intégrer. Alors, sachant que certains de ces réflexes sont des réflexes archaïques et qui doivent s'inhiber. J'ai évoqué un certain nombre de réflexes que vous connaissez et qui doivent s'inhiber, comme le réflexe paume-bouche de Papien, le RTL, le RTAC, etc. Et puis il y a des réflexes qui restent des réflexes de vie et qu'on doit garder tout au long de notre vie. Mais l'un comme l'autre, ils doivent s'intégrer, c'est-à-dire se coordonner avec l'ensemble de la musculature du corps, avec l'ensemble de la motricité du corps. C'est toujours ça le plus important. Chaque réflexe, c'est comme une lettre de l'alphabet. C'est bien beau d'avoir toutes les lettres de l'alphabet, mais il faut savoir les combiner les unes avec les autres pour faire des syllabes, pour faire des mots, pour faire des phrases, pour faire des poésies. Des poèmes, pardon. Donc ces réactions, ces réflexes doivent s'intégrer parce qu'ils vont intervenir dans de nombreux domaines de notre vie. On pense à tout ce qui est en premier, la respiration évidemment, mais aussi le fait de manger, la mastication, etc., le fait de parler, de s'exprimer, de communiquer, etc., dans tout ce qui est l'expressivité émotionnelle, le rythme et les mouvements de la respiration, les os du crâne, voilà, tout ce qui est la mise en place du langage, donc c'est absolument majeur, hein, c'est tout ce qui est développement langagier, articulation, agilité, au niveau coordination oculomotrice, capacité à manger correctement, avec tout ce qui est déglutition, salivation adéquate, mastication. On a le bon positionnement de la langue, et j'ai dit à quel point c'était capital. La bonne mise en place des articulations temporomandibulaires avec la bonne occlusion dentaire, tout ce qui est en lien avec la dentition et le bon positionnement des dents, qui est lié aux forces qui sont exercées par la langue, etc. Les os du crâne, tout ce qui va être... Alors oui, ça peut sembler surprenant, mais ça va aussi avoir un impact sur la latéralisation. Au niveau de la latéralisation, il faut bien penser aux pieds, aux mains, aux yeux, aux oreilles, mais aussi une latéralisation au niveau de la mâchoire. Peut-être que vous mastiquez plus à droite qu'à gauche. Et ça, c'est important, cette chose-là. Et quand un enfant a des difficultés de latéralisation, qu'il écrit par exemple et qui fait un effort ou qui cherche à faire quelque chose de minutieux, il va avoir des mouvements dits de syncinésie, où il va tirer la langue, il va bouger la mâchoire, il va faire des grimaces en quelque sorte. Les orthophonistes connaissent ça bien, ça s'appelle la syncinésie. Donc ça montre un manque de latéralisation. Quand je suis bien latéralisé, que c'est bien mis en place, il n'y a plus de syncinésie. Donc les réflexes au niveau de la langue, de la bouche, interviennent dans l'écriture par exemple. Bonjour. Et donc dans la motricité fine, parce que dans la motricité fine, c'est aussi tout ce qui est réflexe, la coordination oculomotrice. Je vous ai dit, l'enfant, il a d'abord fait de la coordination main-bouche, et puis plus tard main-yeux, et puis plus tard yeux-main, où c'est l'œil qui dirige la main. Tout ce qui est lié à l'expressivité, la capacité à parler, à s'exprimer correctement à l'oral, et puis tout ce qui est le système visuel, on l'a vu. Et puis, la posture. Et oui, il ne faut pas oublier ça, parce que je vous ai dit, il y a des réflexes comme les réflexes de redressement de la tête. Si les réflexes au niveau visuel sont en déséquilibre, si les réflexes au niveau des redressements de la tête sont en déséquilibre, la posture va être affectée. Et donc on peut avoir des déséquilibres posturaux, et quand je dis déséquilibres posturaux, je parle de choses comme des attitudes scoliotiques, ou des lordoses, ou des machins, ou des trucs, ou des postures abracadabrantes, à cause de réflexes du visage en déséquilibre. On peut avoir ce que les posturologues appellent des pathologies montantes. Déséquilibre au niveau du pied va introduire un déséquilibre dans toute la posture au-dessus. Mais on peut avoir des pathologies très importantes, descendantes. Un déséquilibre au niveau de la langue, du cou, du système visuel,
très important, un déséquilibre au niveau du système visuel va avoir un impact descendant sur toute la posture. Donc, à la base, Mazgutova, avec qui j'ai étudié, puis que j'ai été autorisé par elle à enseigner sa méthode dans les années 2000. Moi, je l'ai invitée en France 2001, 2002, 2003, je crois que jusqu'à 2008. Et puis elle m'a autorisé à enseigner ses cours. Ce que j'ai fait, de 2005 à 2008, je crois. Il y a eu très très peu de gens formés dans le monde à pouvoir enseigner sa méthode. J'ai eu cette chance, cet honneur, puisque je l'invitais, je le traduisais, j'étais son interprète en France, en Belgique, régulièrement, plusieurs fois par an. Donc je l'ai beaucoup côtoyé à un temps donné. J'ai appris énormément. Et puis malheureusement, elle est partie vivre aux États-Unis et elle a arrêté ses collaborations avec l'Europe, etc. Je sais qu'elle est déjà revenue, mais de manière très ponctuelle. Alors qu'on avait la chance de la voir plusieurs fois par an. Elle vivait en Pologne à l'époque. Et elle venait. On avait établi des liens forts, etc. Et alors elle nous dit qu'elle a commencé à étudier plus sérieusement les réflexes faciaux parce qu'une de ses grandes passions dans la vie, c'est de travailler avec les enfants en lourd handicap, en polyhandicap. Et donc elle a étudié... vous savez très bien que chez les personnes porteuses de handicap, nous avons des grosses déficiences souvent au niveau de la bouche, au niveau visuel, au niveau, à tous ces niveaux-là en fait, expressivité, etc. Et donc elle a beaucoup travaillé avec des gens qui avaient atteint de paralysie cérébrale ou d'autisme ou dits déficients intellectuels, etc. Et on voit qu'il y a beaucoup de réflexes du visage impliqués. Donc oui, bien sûr, elle travaillait sur des réflexes que vous connaissez déjà, le RTL, le RTAC, RTSC, machin, le Moro, etc. Oui. Mais tout de suite, elle s'est dit, mais il se passe des choses au niveau du visage sur lesquelles travaillent les kinésithérapeutes, sur lesquelles travaillent les orthophonistes, sur lesquelles travaillent... Parce que évidemment, ces gens-là sont pris en charge à tous ces niveaux-là. Les ergothérapeutes, les psychomotriciennes, etc. Elle s'est dit, est-ce que nous, on ne pourrait pas rajouter notre grain de sel avec nos compréhensions des réflexes, qui est une compréhension différente des choses. Et elle a développé des techniques, des approches, et en particulier ces techniques d'intégration tactile du visage, et toute cette vision des réflexes que on vient de passer en revue, qui est phénoménale. Donc ça, c'est un apport, j'ai envie de dire, scientifique, thérapeutique, monstrueux, grandiose de la part de Svetlana Mazgutova. Bien sûr, qui peut le plus, peut le moins, c'est-à-dire que on se rend compte aussi que chez les enfants en difficulté scolaire, j'ai indiqué il y a un instant, on va retrouver des dysfonctions oro-maxillofaciales. Chez les enfants qui ont des troubles des apprentissages, des troubles aussi de concentration, d'hyperactivité, les fameux TDAH, troubles de l'attention accompagnés ou non d'hyperactivité, on va retrouver beaucoup de choses à ce niveau-là. Tous les enfants qui ont des difficultés au niveau langagière ou d'autres difficultés développementales. Donc là, en fait, on s'est rendu compte que c'était bien beau de travailler sur les grands réflexes archaïques, et il faut le faire, bien entendu, l'étoile à 6 branches, l'équilibre, la stabilité, c'est majeur, mais on ne peut pas mettre de côté les réflexes du visage. Ils ont une importance dans notre développement, dans notre cognition, dans nos apprentissages, dans la respiration, qui sont majeurs. Alors, quand moi j'ai créé l'IMP en 2010, j'ai créé en 2010, les premiers cours ont eu lieu en 2011, donc il y a 15 ans exactement. Quand j'ai créé, à l'heure où je vous parle, là je vous parle, on est le 2 janvier 2026, au moment où j'enregistre cet épisode de podcast. Donc ce que je dis à ce moment-là, c'est la vérité de ce moment-là. Peut-être vous écouterez ce podcast en 2028, en 2030, que sais-je. Mais quand j'ai créé l'IMP en 2010, je savais l'importance... Enfin, je savais pas à quel point les réflexes du visage étaient importants. Bien sûr, j'avais suivi des formations avec Mazgutova, mais je n'en saisissais pas toute la portée, même si j'ai enseigné ces choses-là. Et puis, en rencontrant Ludivine, avec qui j'ai collaboré étroitement à partir de 2014, et puis ensuite on ne s'est plus jamais quitté, Ludivine, elle s'est formée aux techniques oromyofaciales, entre autres avec la docteure Caroline Deville, qui est considérée comme une des expertes au monde sur le sujet. Et donc on a
grâce à ça, je me suis rendu compte de l'importance majeure, parce que Ludivine travaille avec les bébés, elle fait des tas de choses avec les bébés et avec les personnes en situation de handicap. Ce que moi je ne faisais pas. Dans ma carrière, j'ai surtout travaillé avec des enfants en difficulté d'apprentissage, comme vous le savez. Parce que c'était ce que j'avais vécu moi-même. Et toute ma vie, je me suis consacré aux enfants en difficulté d'apprentissage. Oui, dans ma carrière, j'ai vu quelques bébés. Oui, j'ai vu quelques personnes en situation de handicap, bien sûr. Mais c'était une exception. Alors que Ludivine, c'est toutes les semaines qu'elle voit des bébés et des personnes en situation de handicap et chez qui elle a appliqué l'IMP et où elle a vu les limites de l'IMP dans certaines formes de handicap. C'est certains bébés où il fallait développer plus certaines choses, alors qu'on a maintenant introduit dans l'IMP depuis longtemps. Au moment où je vous parle, il y a plein de choses qui ont déjà été introduites de tout cet apport de Ludivine au niveau périnatalité. Donc il y a beaucoup de choses sur l'allaitement, ce qui nous a apporté, grâce à Ludivine, de travailler avec Michel Audin. On a même publié 2 de ses livres dans notre maison d'édition, de travailler avec Michel Audin, le célèbre obstétricien, spécialiste de la naissance, avec la grande Suzanne Colson, experte mondiale au niveau de l'allaitement. Et on a eu la chance de publier son livre majeur qui est L'allaitement instinctif, et dans lequel elle parle largement des réflexes. C'est comme ça qu'on est venu à travailler ensemble. Elle nous a apporté des informations majeures. On s'est formé avec Suzanne, surtout Ludivine. Moi j'ai fait une fois sa formation, Ludivine elle a dû la faire 5 fois. Et Ludivine s'est donc formée à tout ce qui est oro-maxillofacial, tout ce qui est plus réflexe du visage, en travaillant aussi, là elle collabore avec des orthophonistes, avec des psychomotriciennes qui travaillent à ce niveau-là, avec des kinésithérapeutes, et puis aussi avec surtout beaucoup aussi des ostéopathes et des chiropracteurs. Beaucoup de chiropracteurs qui travaillent, j'ai envie de dire chiropracteuses, surtout c'est des femmes chiropracteurs avec lesquelles on travaille, qui, je ne sais pas si ça se dit chiropracteuses ou chiropracticiennes sans doute. Voilà, et donc on a appris des choses d'eux et eux de nous, il y a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de partages, et donc en IMP on a développé un certain nombre de choses, indépendamment de ce que nous a enseigné Mazgutova. Et puis là en 2026, j'en profite pour le dire, c'est prévu on resserre nos liens avec Caroline Deville, cette grande experte mondiale des thérapies oro-myo-faciales, et qui va publier justement, je viens de dire les livres de Michel Audin qu'on a publiés, les livres de Suzanne Colson qu'on a publiés, et on va publier mi-2026 ce livre majeur, là qu'elle a fait relire par des grands experts, dentistes, orthodontistes, experts de la naissance, sages-femmes, infirmières, pédiatres et autres, qui va s'appeler certainement respirer, mastiquer, déglutir, l'importance des fonctions oro-myo-fonctionnelles pour le sommeil et la santé. Et là, je vous dis qu'une chose, ça va être énorme. Et elle va intervenir aussi, et on va faire des podcasts ensemble, on va faire un certain nombre de choses, parce que on pense quand je dis on, c'est tout le monde, sous-estime l'importance de tout ce que je viens d'expliquer dans l'épisode de podcast aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de prévention à faire, beaucoup de gens à former. Il faut informer les parents, il faut informer le grand public, il faut informer les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les psychomotes, etc. de l'importance de tout ça dans le développement humain, dans l'apprentissage, dans le vieillissement, dans les troubles, même on sait aujourd'hui, type neurologique, Alzheimer ou autre. C'est absolument majeur. Donc nous, en IMP, on veut vraiment développer plus ça, donner plus d'informations sur le sujet pour pouvoir orienter vers les bonnes personnes. Et c'est pourquoi c'est un des sujets qu'on va développer cette année. Et il y aura des petites choses qui vont se faire très importantes sur le sujet qu'on est en train de préparer. Voilà. C'était pour conclure cet épisode sur les réflexes faciaux. J'espère que vous en avez saisi l'importance fondamentale, psychologique, émotionnelle, cognitive, structurelle, respiration, etc. Quelque chose qui nous passionne, qu'on va développer plus cette année. Mais voilà, vous en savez plus, j'espère, sur l'importance de ces réflexes qu'on étudie essentiellement en IMP dans le cours La Kinésphère. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle connexion primordiale.